Comment obtenir un maximum de longs week-ends en déposant habilement ces journées de RTT? C'est un sport auquel se livrent de plus en plus de salariés, habitués maintenant des 35 heures. Mais pour que ça marche, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Astuces et modes d'emploi avec Julien Bachellery et Ludovic Tourte. Les jours. Ah oui, oui, oui. Vous avez posé quoi comme jour? Lundi, mardi, mercredi, 4, 5 et 6 novembre. Donc ça vous fait des Ça me fait vacances, donc, hein. ça me fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 6 jours. C'est bien. C'est bon, c'est très très bon. Ils ont tout compris des RTT, car avec les 35 heures, il faut avoir de nouveaux réflexes. Cette année, c'est le calendrier qui vous simplifie les choses. Le mois de décembre, par exemple, Noël, c'est un mercredi. Alors on pose 2 jours avant, 2 jours après, ou même les deux. Et hop, jusqu'à 8 jours de vacances. Et si on est très débrouillard, on refait la même chose pour le 1er janvier, qui tombe aussi un mercredi. Le mois de mai est traditionnellement celui des ponts, mais celui-ci, avec le jeudi 1er et le jeudi 8 mai, sera celui des viaducs. Il faut s'y préparer. Alors, le mois de mai, ce jour-ci va tomber, alors il faut que je prévoie mon RTT entre le dimanche et le mardi. Donc 9 mois avant, ils ont affiché, ils sont prêts. Mais d'autres préfèrent garder leur jour de RTT pour des choses moins futiles. Étant une mère de famille, les RTT servent surtout pour garder au cas où les enfants sont malades, pour la garde d'enfants. Pour moi, pour l'instant, je ne m'en sers pas pour faire un long week-end personnel. Si vous n'avez pas encore eu le réflexe RTT, dépêchez-vous. Les premiers à déposer seront les premiers servis. Au Grand Prix moto de Valence en Espagne, le Français Arnaud Vincent est devenu champion du monde des 125 cm3 en se classant deuxième à l'arrivée de la course derrière l'Espagnol Daniel Pedrosa. C'est la première fois qu'un Français remporte un titre mondial dans cette catégorie. Football, suite de la 13e journée du championnat de L1, Lens a battu Auxerre 3-1 grâce à des buts de Song, Sibierski et Sikora. C'est Faye qui a marqué pour Auxerre. Cette défaite des Auxerrois pourrait leur faire perdre la première place du championnat si le PSG s'impose ce soir face à Sedan. Un salon pour les amateurs de manga, ces bandes dessinées venues du Japon qui mettent en scène des personnages plus ou moins réels et qui sont déclinés sous forme de films depuis le célèbre Albator. Aujourd'hui, ces amateurs ont grandi, mais ils sont toujours aussi passionnés. Claude Marc et Romain Potoki les ont rencontrés. Aujourd'hui, Goldorak. 1975, le dessin animé change de visage. Goldorak envahit les postes de télévision et fascine les enfants du monde entier. Depuis, les petits ont grandi, baignés dans la culture du film d'animation japonais. Et pour certains d'entre eux, voici ce que ça donne. Là, je suis la représentante d'Athéna, la déesse de la justice, justement, l'héroïne du dessin animé. Et là, il y a tous les dieux méchants, en fait, qui sont avec moi. Déguisés en personnages de fiction, ici, les chevaliers du Zodiaque, ces jeunes adultes défilent devant une salle comblée par ce retour en enfance. On essaye de ne pas vieillir, de se retrouver comme en temps, au collège, comme on était. Objet de cette nostalgie, des dessins animés souvent violents, inspirés des mangas, ces images de bande dessinée nées au pays du soleil levant. Aujourd'hui, les designers doivent s'adapter à la demande. Actuellement, on crée des dessins animés pour un public plutôt âgé. Je dois me forcer à faire des designs beaucoup plus compliqués et beaucoup plus détaillés. Certains sont fans de manga au point de rester cloîtrés chez eux, devant la télé. On les appelle les otaku. Tant pis pour eux, s'ils étaient venus au festival cartooniste, ils auraient pu rencontrer le petit cousin de Goldorak. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo de Valérie Alexandre. À 18h, Stade 2, Christian Prudhomme reçoit Bernard Laporte, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. J'ai le plaisir de vous retrouver à 20h avec un invité de marque, donc Johnny Hallyday. Très bon après-midi à tous. Au revoir.
bienvenue à bord de ce 40e numéro de J'ai rendez-vous avec vous, émission spéciale enregistrée à bord d'un de ces bus qui, quelle que soit la saison, font visiter Paris aux touristes français et étrangers. Décor mobile qui va nous permettre d'évoquer un premier thème d'actualité en ce week-end de Toussaint, traditionnellement meurtrier sur les routes de France. Vous le savez peut-être, le gouvernement envisage une réforme du permis de conduire qui serait rendue d'une certaine façon probatoire. C'est le premier thème que nous allons évoquer avec des téléspectateurs qui nous ont appelés au 0892 68 17 25 et notamment avec vous, Violette, que je remercie d'être venue de Viry-Châtillon jusqu'à nous pour nous dire dans une lettre que vous m'avez envoyée qu'il y a quelques mois vous avez été renversé vous par un conducteur qui avait 93 ans. Alors vous dites que c'est pas simplement le problème des jeunes. Oui, exactement. Moi, je trouve que quand même, arrivé à un certain âge, il faut savoir des clés, quoi. Il n'y a pas à dire. Hein. Bon, vous avez quel âge? 73 ans. Ah non, 72. 72, le pardon. vieillissait Oui. pas. Et le conducteur avait 93 ans et vous dites qu'il avait des problèmes de vue, visiblement. Ah bah oui, il avait des lunettes avec des gros verres. Et puis, bon, moi, je fais 80 kilos. Il m'a pas vu dans les clous. Alors, il y a un problème quand même. Vous dites que cette personne-là n'est pas apte à conduire, non, selon vous. Certainement pas. On va demander son avis à Jean-Louis. Vous étiez notamment livreur dans Paris. Voilà, donc ce petit tour que nous vous offrons aujourd'hui doit vous faire plaisir, vous Avec, rappeler votre jeunesse. Bien sûr, exactement. Mais justement, si vous deviez repasser le permis de conduire, vous l'auriez aujourd'hui? Oh, sûrement, mais je suis contre cette réforme de repasser un permis de conduire. Ouais. Pour les jeunes et pour les plus âgés? Oui, depuis l'âge de j'ai commencé à avoir 54 mon permis pour travailler dans Paris en chauffeur-livreur. Et jusqu'à 85, jusqu'à l'année 85. Vous estimez aujourd'hui que vous pourriez encore conduire sans souci? Sans problème, alors là. Moi, j'ai aucun problème de Vous feriez confiance à Jean-Louis si vous étiez dans les clous? S'il se sent bien. Oui, j'admets bien que madame a eu un gros problème, hein, que j'estime que quand les gens ne sont pas responsables, ils ne doivent pas quand même conduire à une certaine limite. Il y a un autre téléspectateur un peu plus jeune que nous trois, qui s'appelle Stéphane, que je remercie d'être avec nous. Vous venez de Seine-Saint-Denis, je crois. Tout à fait. Vous réagissez en disant, il y en a un peu assez qu'on tape tout le temps sur les jeunes, que ce soit eux aussi qui soient obligés de repasser leur permis. Oui, je pense que c'est pas la solution de repasser un permis. Je pense qu'il faut savoir comment on le passe et peut-être donner la possibilité de suivre des stages, de mettre en situation réelle, et en simulation, ce qui permettrait d'éviter certains accidents. Après, dire que certaines personnes âgées ou pas on doit leur retirer le permis, je ne suis pas réellement d'accord. Je pense que la personne que j'ai à côté de moi est un bon exemple. Jean-Louis est un bon exemple. Oui. Il y a une limite, dites-vous. Il y a une limite, mais qui définit ces limites? Je pense que, justement, Jean-Louis, si de lui-même adhérait à dire je suis prêt à passer devant une commission, devant quelqu'un qui puisse dire si je suis justement... vous seriez prêt à le faire, vous, Jean-Louis? Je suis conscient quand même, mais je ne vois pas pourquoi je le ferais alors que j'ai toujours eu aucun problème dans ma conduite pendant tant d'années. Mais la conscience, c'est bien, mais est-ce que la réalité fait que vous y voyez suffisamment bien? Est-ce que vous êtes suffisamment alerte? Jusqu'à présent, oui. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça de soi, mais est-ce qu'on l'est réellement? La preuve, c'est que la personne qui a renversé les violettes, je pense que si on l'avait interrogé, aurait dit je me sens... C'est pas une question d'âge. Hein. C'est pas du tout une question d'âge, c'est une question d'aptitude. Hein. Je pense, oui. Un dernier mot, et de pratique. Vous conduisez encore, vous? Oui, bien sûr. Merci à tous les trois et merci pour ce débat entre générations. C'est possible, donc j'ai rendez-vous avec vous. Donnez-nous également vos avis sur cette réforme du permis de conduire en nous appelant au 0892 68 17 25. Autre thème d'actualité qui nous a donné réflexion cette semaine, c'est la lutte contre le tabac. Alors vous le savez certainement, nouvelle augmentation du prix des cigarettes, obligation pour les fabricants de faire apparaître sur les paquets les risques réels du tabac. C'est une question que nous allons aborder avec Anita, une téléspectatrice qui vient de Conflans et que je retrouve sur les quais de Seine ici à Paris. Anita, je vous ai demandé de venir parce que vous écrivez beaucoup, vous écrivez notamment beaucoup au ministre, au pluriel, et notamment sur cette question du tabac. Là, une lettre que vous avez envoyée, j'en ai eu copie à M. Mattei, ministre de la Santé. Vous lui dites en gros, vos campagnes publicitaires contre le tabac, ça ne sert à rien. Ouais, tout à fait. En fait, je veux protester contre les fumeurs qui ne s'occupent absolument pas des non-fumeurs, qui se croient tout permis, en tout cas qui se croient, disons, d'avoir la permission de fumer dans des lieux publics alors que c'est interdit depuis plus de 10 ans. C'est ce dont vous avez souffert, si j'ai bien compris, au boulot notamment. Oui, tout à fait. Dans les petites entreprises, c'est pas du tout respecté la loi E20. Et bon, les employeurs peuvent avoir de toute façon des amendes assez importantes si c'est contrôlé par la suite. Vous en avez souffert vous-même, mais plus globalement, et c'est ce que vous écrivez dans vos lettres au ministre, vous dites en gros, vos campagnes publicitaires elles ne servent à rien, que ce soit sur les risques de la route, les risques du tabac ou
ou les autres? Parce Pourquoi, qu'il y a selon une vous? inconscience collective qui fait que les gens, lorsqu'ils ne sont pas touchés eux-mêmes par un problème, ne réagissent pas et pensent qu'ils ne sont pas concernés par ce problème. Je pense que c'est aussi un peu la bêtise humaine. Vous dites que ce sont des candidats au suicide en gros et il faudrait les laisser se suicider, Oui, c'est ça? je pense que c'est un genre de suicide. On sait que la cigarette fait du mal, on sait que les gens en consomment beaucoup, de plus en plus, et ne font aucun effort pour s'arrêter, alors qu'on fait tout pour les dissuader de fumer. Sur la question de la réforme du permis de conduire qu'on évoquait à l'instant avec d'autres téléspectateurs, vous-même vous avez votre permis? Je l'ai depuis une trentaine d'années, Vous oui, seriez tout à prête fait. à le repasser? Le repasser peut-être pas, faire un stage éventuellement de remise à niveau peut-être. Une toute dernière question en une seconde, Anita. Quand vous écrivez au ministre, ils vous répondent? Ça dépend. Je pense que dans le passé, effectivement, j'avais eu plus de réponses. Jusqu'à présent, en tout cas, le gouvernement de droite ne semble pas répondre trop aux citoyens français. Eh bien, moi, je suis persuadé que ceux qui vous ont entendu vont vous répondre. On essaiera de donner une suite à vos questions. La semaine dernière, nous étions à Marseille sous le soleil et on évoquait d'autres débats, notamment la question du droit de vote des étrangers. Vous avez été nombreux à nous appeler au 0892 68 17 25 pour nous donner vos avis sur la question. Voici vos avis recueillis par Florence Le Gall et Carole David. Ces gens-là, ils doivent d'abord adopter les lois françaises. Ils doivent respecter la France, ils doivent respecter les Français. Et je trouve que ce sont aux Français, justement, de dire oui ou non s'ils doivent voter. Je pense que les étrangers devraient avoir le droit de vote, parce que de toute façon, c'est une des seules solutions qui existent pour réellement pouvoir parler d'intégration. Lorsqu'une personne a travaillé pendant 30 ans et participé à la vie économique d'un pays, je pense qu'à un moment donné, le droit de vote peut leur être accordé. Cependant, on peut d'abord voir à quelle élection on peut leur donner le droit de vote, et puis voir par la suite. Je suis contre le droit de vote des étrangers. Le jour où les Français pourront voter dans les pays en question, c'est-à-dire les pays du Maghreb, je serai d'accord pour que l'on vote en France également. Moi, je suis tout à fait pour que quelqu'un qui habite en France depuis un certain nombre d'années, qui est bien intégré, vote et surtout qu'il paye ses impôts. Je ne vois pas pourquoi on aurait les devoirs et non pas les droits d'un résident. Je suis actuellement profondément heurtée à l'idée de donner le droit de vote à des gens qui ne savent ni lire ni écrire le français et qui n'ont aucunement l'intention de changer quoi que ce soit dans leur culture, dans ce pays d'accueil merveilleux qu'est la France. Ils étaient très bons pour faire de la chair à canon, ils sont aussi bons pour voter dans des élections locales. L'avenir du pays dans lequel ils vivent et ils payent des impôts doit être aussi un sujet de préoccupation et ça leur permettrait peut-être d'appliquer un peu mieux les lois de la République. J'ai rendez-vous avec vous pour prolonger le débat en compagnie de téléspectateurs que nous avons installés à l'abri du mauvais temps. Il y a là Joséphine, Jacques et Rabia. Rabia, vous avez le droit de vote, mais pas votre maman. Devrait-elle l'avoir? Tout à fait. Joséphine, vous avez le droit de vote et estimez-vous que la maman de Rabia pourrait avoir... Si elle est de nationalité française, oui, je veux bien. Ou de nationalité française, pourquoi pas. Mais je suis contre, un peu contre. Vous êtes contre, vous êtes pour. Jacques nous donnera son avis dans un instant. Ce qui m'a semblé intéressant dans votre point de vue, Rabia, c'est que vous dites je suis pour, mais il y a un certain nombre de conditions assez impératives à appliquer. Effectivement, le droit de vote pour les étrangers sous certaines conditions, notamment la langue française, qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir l'apprendre, avec un minimum d'années, 3 à 5 ans par exemple, qu'ils aient le temps. En gros, vous, dans votre travail quotidien, vous voyez beaucoup d'étrangers venir et vous dites qu'ils ne sont pas à la hauteur pour pouvoir être des citoyens comme les autres. C'est ça que vous dites, hein, sans détour. À la hauteur, oui, parce qu'on ne leur donne pas les moyens, mais ils participent activement dans le quartier déjà, dans la vie de quartier, par le biais des associations. D'où il serait très intéressant de leur donner ce droit de vote pour qu'ils puissent s'imprégner du droit civique, qu'ils puissent connaître les lois. Et ce n'est pas le cas encore pour l'instant. Du tout, et leurs droits. J'aimerais avoir l'avis de Jacques. On vous a installé au milieu parce que vous allez essayer d'être au milieu de ces deux téléspectatrices. Jacques, quel est votre avis là-dessus, sur la question du droit de vote des étrangers? Eh bien, écoutez, Rachid, la première chose que je ferai, c'est de ne pas de faire un distinguo dans le terme étranger, parce que c'est trop général pour moi, déjà. Et vous faites une distinction donc je entre fais les une distinction entre les Européens et les non-Européens. Pour les Européens, je considère qu'à partir du moment où ils vivent en France,
et qu'ils travaillent en France, ils ont le droit de vote à tous les types d'élections. D'ailleurs, ils sont citoyens aux élections locales. Aux élections locales, mais je crois d'ailleurs qu'ils sont citoyens européens comme moi je suis citoyen européen, et je pense que la future Constitution européenne leur donnera le droit de vote. Vous me rappeliez quelque chose d'intéressant quand on s'est rencontrés tout à l'heure, hein, c'est la Révolution française qui avait accordé le droit de vote aux étrangers. Justement, la Révolution française avait accordé le droit de vote aux étrangers. Je trouve une sorte de régression que la France, après, ait supprimé ce droit de vote pour les étrangers. Et ce d'autant plus, Rachid, que nous sommes la patrie des droits de l'homme. C'est celle qui accorde aux hommes le maximum de droits et qui reconnaît ce qu'ils sont, et leur dire... Joséphine me regarde avec un grand sourire. Dites-le à Jacques ce que vous pensez. Je suis contre ce qu'il dit parce que la France appartient aux Français, il n'y a pas tort qu'il y ait. Et puis, s'ils se font français, je suis d'accord qu'ils votent, hein, pas du tout. J'ai rien contre les étrangers. Pour être clair, Joséphine, c'est vrai, hein, vous nous tenez au cas propos raciste, non, vous êtes née en Algérie, vous dites simplement, effectivement, il faut qu'ils fassent cette démarche. Oui, voilà, quelque part, vous retrouvez un peu ce que dit Rabia. À partir du moment où les étrangers, les parents, donc, n'ont pas le droit de vote, ils ne peuvent pas donner l'exemple à leurs enfants. Les enfants, très important, leur exemple c'est quoi? C'est papa et maman. Si papa et maman vont voter, les enfants vont aller voter. Donc cette opportunité est importante. C'est vrai que vous êtes allé avec votre petite fille avec ma fille, tout à fait, pour voter. Et je lui ai expliqué que c'était un devoir. Et pour pouvoir obtenir les droits, nous avons des droits en tant que nationalité française, il faut quand même... Moi, je pense aussi les enfants à aller voter. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux droits, si nous voulons que nos droits soient respectés, il faut d'abord respecter nos devoirs envers la France, qui est une terre d'accueil. Jacques, quand vous entendez ces discours-là... Oui, là, c'est quelque chose qui me ravit, mais en même temps qui me tracasse un peu, parce que je crois qu'on fait une confusion entre intégration et droit de vote, nationalité et droit de vote. Je crois qu'à partir du moment où un étranger non européen vit en France depuis quelque temps, il travaille, donne sa part de la richesse nationale, donne sa part de la participation à la communauté, nous avons à lui donner le droit de vote, au moins pour les municipales et les cantonales, sachant que pour les législatives et présidentielles, là se pose un problème de droit. Et au fond, on revient aux sources même des droits de l'homme. Non, mais ça avancerait jusqu'au présidentiel. Vous pensez que si on commence par les élections locales... Ah oui, absolument. Non, ça avancerait, ça va... Petit à petit, moi je pense que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc il arriverait qu'on ait des présidents de n'importe quel pays. D'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, exactement. Par exemple, des idées, les politiques justement ont besoin d'idées. C'est les idées du peuple. Exemple, donner 5 ans à ces personnes-là pour apprendre la langue française, leur offrir des cours de droit civique, parce qu'ils ont besoin de savoir à quoi sert un maire dans la ville. Le maire, c'est très important dans une ville. Dans le micro. Le maire, c'est très important dans une ville. La mairie représente les services sociaux, les allocations familiales, etc. Donc, si ces personnes-là savent qu'ils peuvent jouer un rôle très important dans la vie de quartier de leur ville, ils seront reconnus en tant que tels. Et on a besoin que ces familles-là soient reconnues en tant que citoyens à part entière. Osez interrompre ces deux dames. Alors oui, parce que on vient dire à ces étrangers, on vient leur dire, il faut que vous parliez le français, il faut quasi que vous ayez la nationalité française. Ce qui me semble une petite incohérence, et parce que on doit respecter un étranger qui vient en France, qui habite en France pendant longtemps. Il a sa fierté de sa nationalité. Il faut la respecter. Ça n'empêche nullement de lui donner le droit de vote dans la commune, dans les municipales et cantonales, parce qu'il y participe directement. Et je dis que là, il y a une cohérence. Une cohérence à avoir. J'interviens. On conclut, oui, intervention. Je suis de nationalité française et très fière d'être d'origine algérienne. Ça ne change pas, ça ne change rien du tout. Nous avons le droit de pratiquer, nous avons le droit de vivre notre vie en France avec nos cultures et notre religion. Très important, la France est un pays merveilleux. Il faut... Merci à tous les trois. La semaine dernière, à Marseille, nous évoquions la question de la prostitution, ce qui nous a valu énormément d'appels au 0892 68 17 25. L'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous ont téléphoné et de présenter nos excuses à ceux nombreux dont le témoignage n'a pas été retenu. Voici une sélection de ces appels mis en image, comme toujours, par Christophe Appiou. Vouloir interdire les prostituées, c'est une hérésie, mais par contre, on pourrait s'attaquer... à ceux qui les exploitent. Ce serait beaucoup mieux que de s'attaquer aux femmes. Chacune est libre de son corps, dans la mesure où elle n'est pas contrainte. Les problèmes des réseaux mafieux de prostitution sont des problèmes européens. La seule chose qu'on peut faire, nous, en France,
c'est de protéger ces femmes, ces prostituées, de les garder en France pour qu'elles parlent, qu'elles dénoncent leurs souteneurs et démanteler ainsi ces réseaux. Il faut pénaliser ces prostituées qui viennent de loin et surtout leurs souteneurs. Mais supprimer non, parce qu'il y aura de plus en plus de viols et il faut penser aux handicapés, à beaucoup de gens qui sont seuls. Je crois que finalement, il faudrait arrêter de se voiler dans l'hypocrisie. Je me demande si la meilleure solution, ce ne serait pas des maisons closes, mais gérées par l'État. Les filles qui travailleraient seraient suivies sur le plan médical, elles auraient des conditions de travail correctes. Évidemment, ce que je dis est tout ce qui est plus révolutionnaire, et on en est loin. Contrairement à l'idée que s'il n'y avait pas les prostituées, il y aurait des viols, eh bien, la situation actuelle nous montre qu'il n'y a jamais eu autant de prostitution qui s'étale, et pourtant jamais autant d'agressions et de toutes sortes de crimes dans le domaine sexuel, y compris contre des enfants. Donc ce n'est pas un argument. Il faut peut-être canaliser la prostitution. Il faudrait remettre les maisons closes et contrôler. Ces dames-là payent leurs impôts. Et moi, je trouve que la prostitution, sans vouloir l'excuser ni l'idéaliser, elle est nécessaire à toute société normale. Je pense que la prostitution ne doit pas être supprimée, on peut être réaménagée. La prostitution est un mal nécessaire. Si on supprime la prostitution ou si on sanctionne les hommes qui vont voir les prostituées, que vont-ils faire ? C'est la polémique de la semaine. Êtes-vous pour ou contre la célébration de la fête d'Halloween? On a assisté cette semaine à un véritable déchaînement de passion. Au cortège de jeunes déguisés en squelettes ont répondu les manifestations de jeunes catholiques protestant contre la trop grande présence de cette fête d'Halloween au moment de la Toussaint. Alors on ne va pas clore le débat aujourd'hui, on va simplement demander pour terminer l'avis de deux téléspectateurs qui nous font l'amitié d'être à bord de ce bus à Impérial qu'on a peu utilisé aujourd'hui pour des questions de météo. Mais tout de même sur cette fête d'Halloween, Micheline et Thierry, tous les deux de la région parisienne. Vous, Micheline, cette fête celtique, au départ celte, vous semble être dans notre culture? On l'a perdu de vue, bien entendu, puisque c'est une tradition celtique qui a émigré à l'ouest avec les premiers colons et qui nous revient sous des aspects plus modernes, plus commerciaux. Vous, c'est une fête qui vous gêne pas visiblement, hein? Ah, pas du tout, non. L'aspect spirituel de la fête reste toujours le même pour ceux qui la connaissent et ceux qui connaissent les Celtes, bien sûr. Aspect spirituel, aspect aussi extrêmement commercial, n'est-ce pas, Thierry? Mais qu'est-ce qui n'est pas devenu commercial à l'heure actuelle? C'est vrai que moi, la fête d'Halloween en elle-même ne me dérange pas tellement, c'est plutôt sa forme. Aujourd'hui, elle nous a imposé par le merchandising. On va, comment dire, 2-3 jours avant Halloween. C'est une fête obligatoire, hein, ça oui, vous voilà, gêne, c'est ça. ouais, Oui, c'est ça. C'est surtout qu'en très peu d'années, en fait, c'est devenu une fête obligatoire, comme vous dites, avec donc tous ces produits dérivés, etc., qui me dérangent un petit peu, en fait. Ouais, vous, ça vous dérange un peu. Mais vous avez retourné la fête à votre avantage. Paraît-il que les jeunes qui sont venus vous faire peur, qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Mon avantage, oui, parce que j'ai bien rigolé le jour où ces enfants sont venus pour la première fois sonner chez moi. Ils ont cru me faire peur et finalement, lorsque je leur ai ouvert la porte et que auparavant je les avais regardés par l'œil, c'est moi qui leur ai fait peur. Voilà, c'est le clin d'œil pour terminer. Ils étaient ravis que je leur donne des bonbons, évidemment, puisque c'est ce qu'ils viennent chercher. Merci à tous les deux d'être venus dans ce 40e J'ai rendez-vous avec vous qui se termine déjà. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle au passage les différentes façons qui sont à votre disposition pour prendre contact et participer à une de nos prochaines émissions. Tout d'abord, le téléphone 0892 68 17 25. Ensuite, les adresses postales et Internet que Emmanuel Macaire va faire apparaître sur votre petit écran. Dans un instant, vous aurez rendez-vous avec Michel Drucker, vivement dimanche, et rendez-vous dimanche prochain à 13h15. Merci Rachid Ara, merci Françoise Laborde à ce soir pour le journal de 20h. Dans un instant, vivement dimanche qui reçoit Jean Pia, qui est prof au théâtre depuis quelques jours. À ses côtés, Michel Leb, Bruno Mazur et d'autres invités. A tout de suite avec Jean, après la pub.
Golf TDI 150 4Motion, 4 roues motrices permanentes. Tout comme ce papillon, ma vie ne dure qu'un jour. Je suis légère, fluide et transparente. Utile et invisible, je suis la prunelle de vos yeux. Je suis l'éphémère d'Afflelou, une lentille souple à usage unique. Je ne coûte qu'1 € la paire et on ne me trouve que chez Afflelou. Mais comment je vais le jouer? Et tu as 2 mots à lui dire. Mon chéri. Oui, mais comment y mettre la tendresse, la passion, enfin tout quoi. Tiens. Tu sens ce chocolat noir, cette force brûlante presque, cette cerise sensuelle. Tu y es? Oui, mon chéri. Mon chéri, 2 mots d'amour dans un chocolat. Pour bien déménager en poule, bourboule, Raoul, poule. Choisissez des mépoules. Déménagement des mépoules et tout roule. Well, lance Beauty Line, la nouvelle lingerie en beauté. Rappelez-vous, comparez mes pâtes fraîches. Achetez un paquet de mes pâtes farcies Giovanni Rana et aussi un paquet de mes concurrents pour la dernière fois. Giovanni Rana, plus de farce, plus de goût. Château d'Axe, des salons qui changent tout. Moi, je veux être sûr de moi en toutes circonstances, même de très près. Stéradent Pureté Active nettoie votre appareil et le protège contre la formation des bactéries jusqu'à 12 heures. Quel sourire, beau papa. Stéradent Pureté Active, l'assurance d'un appareil impeccable. Découvrez maintenant le nouveau nettoyant Stéradent, efficace en seulement 3 minutes. Dans votre voiture, il y a de plus en plus d'électronique et son entretien devient de plus en plus compliqué. Nous, chez AD, nous suivons le progrès automobile de près. Nous maîtrisons toutes les réparations sur toutes les marques. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venu chez AD, non? C'est bon, vous pouvez rouler. AD, 1600 garagistes et carrossiers, dans toute la France. Pour l'opéra, l'album définitif avec RTL. De la connaissance du chien naît la précision nutritionnelle. Les chiots, surtout ceux de grande taille, ont une digestion très fragile. Bonjour à vous tous. Après l'accalmie de ce matin, eh bien, les pluies vont se réactiver sur toutes les régions du Nord. Résultat, beaucoup d'instabilité cet après-midi. De l'instabilité donc sur toutes ces régions, avec en prime des orages un petit peu partout. Plus, eh bien, pas mal de vent qui va souffler. Ce vent va souffler jusqu'à 80 km/h sur les côtes de la Manche, sur la façade atlantique, 70 à l'intérieur des terres sur le nord-ouest. Et puis partout ailleurs, dans le sud, vous le constatez, un temps agréable, un ciel plutôt variable sur ces régions, avec quelques averses sur les Pyrénées, mais aussi sur la Corse. En revanche, du grand soleil sur le pourtour méditerranéen grâce au Mistral qui soufflera assez fort, jusqu'à 90 km/h. Alors les températures pour cet après-midi seront pratiquement stationnaires un petit peu partout, légèrement en baisse sur l'ouest, 14 degrés par exemple sur Brest, mais jusqu'à 23 degrés sur Perpignan. Ce sera la maximale cet après-midi. Alors l'évolution pour la journée de demain, mais il restera quelques résidus nuageux et pluvieux de l'ancienne perturbation, des pluies assez fortes, de la neige sur les reliefs de l'Est à partir de 1200 mètres, de la neige aussi sur le massif central à partir de 1200 mètres, et donc à l'arrière de ce front, vous le constatez, un ciel de traîne assez actif. En revanche, sur la façade atlantique, eh bien, un ciel agréable, alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Il restera quelques nuages accrochés sur le Pays Basque, mais sur le pourtour méditerranéen, toujours ce grand soleil grâce au Mistral qui soufflera encore très fort jusqu'à 90 km/h. Dans l'après-midi, eh bien, on prend exactement la même carte. On va juste y ajouter quelques orages possibles sur l'extrême nord et puis ces nuages sur la Bretagne, sur le Finistère, dû à une nouvelle perturbation qui arrivera demain après-midi. Les températures pour demain matin, elles seront en baisse, minimale de 6 degrés du côté d'Aurillac, et dans l'après-midi, en baisse aussi, avec une maximale de 21 degrés tout de même du côté de Nice. Il fera 14 degrés à Paris et 12 degrés en Alsace. Ce soir, vous aurez le plaisir de retrouver Laurent Romeshko. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, samedi. Bon dimanche, au revoir. Cause there's music in the air.
comme la fête. N'empêche, n'as-tu pas remarqué comme il la regardait? 60 000 couronnes, il faut aussi les gagner, ma chère enfant. Oh, si seulement je pouvais disparaître. Oh, il me regarde. Je suis sûre qu'il me regarde. Je mourrais de honte. C'est de la folie. Mademoiselle Else, d'après Arthur Schnitzler, une valse cruelle de folie et d'amour, emmenée par Julie Delarme et François Martouret, demain soir sur France 2. Avec Twinner, magasin de sport, c'est ma tribu, les émotions à vivre et à partager. C'est accessible, hein, il suffit de trouver un bon endroit et de la musique, bien sûr. Ça me motive un petit peu plus. Au début, en fait, je connaissais personne. Quand je suis venu avec mon grand frère, et après, je me suis fait des amis, quoi. L'avantage, c'est que tu peux t'entraîner quand tu veux. Tu peux venir à n'importe quel moment, le soir ou pendant la journée. On s'entraîne souvent ensemble et en dehors de l'entraînement, on sort et tout. On est des vrais amis, quoi. Dans ce groupe-là, il y a un vogueur, un smurfer, un locker et le reste, c'est des breakers. Après un complément, quoi. Tout horizon, tout âge, c'est vraiment un milieu sans discrimination. C'était C'est ma tribu sur France 2 avec Twinner, magasin de sport. Le correcteur électronique de trajectoire ESP est de série sur la Golf Match, suréquipé à partir de 17 310 €. Idée reçue numéro 11. Le sport, c'est bon pour la santé. Idée reçue numéro 1. Ce n'est pas en dépensant de l'argent qu'on en gagne. Egg invente la première carte qui vous reverse 1% du montant de vos achats. Egg, une autre idée de l'argent. Cet homme est très exigeant. Son nouvel Extreme 3 rechargeable, 3 lames avec plaquettes lubrifiantes et micro-guides, vraiment flexible, épouse plus facilement toutes les courbes du visage. C'est le choix performance d'Agassi, enfin pour tous. Extreme 3, le 3 lames rechargeable par Wilkinson. $10 000, 100 000, 1 million. Peu importe le nombre de virages que vos pneus vont affronter. Ce qui compte, c'est qu'ils adhèrent parfaitement. Virage après virage après virage. Faire durer cette performance, c'est notre engagement chez Michelin. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Ce rhume me crève, ça m'empêche de dormir. Parce qu'un rhume ne se traite pas de la même manière le jour et la nuit, voici Actifed jour et nuit. Les comprimés jour vous permettent de rester actif dans la journée. Le comprimé nuit vous aide à mieux dormir. Actifed jour et nuit traite votre rhume 24 heures sur 24. Jour et nuit. Actifed jour et nuit, la vie continue, pas le rhume. Médicament réservé à l'adulte, lire attentivement la notice. Il a gagné au loto, on a pris toi et moi. Je vous préviens, je suis malade à l'arrière. Le Boulet, une course-poursuite délirante pour toucher le gros lot. Le Boulet, la comédie explosive. Le Boulet, en cassette et DVD, avec Europe 2. Boss, le nouveau parfum d'Hugo Boss. Stade 2 sur France 2 avec Gaz de France et Maison Familiale. Vivez chez vous les grands moments du sport. Êtes-vous prêts? Un peu de silence, s'il vous plaît, merci.
Lens Carburo Super, 3-1 contre Auxerre, leader du championnat, 4 jours seulement après son succès en Coupe d'Europe face au Milan AC. Quelle semaine! Il a tenu jusqu'au bout Arnaud Vincent, deuxième du Grand Prix de Valence. Il est sacré champion du monde en 125 cm3. Safin la menace, rien ni personne ne lui résiste à Paris. Le Russe écrase tout, y compris U8, numéro 1 mondial, balayé 7-6, 6-0, 6-4. Le Stade Toulousain cartonne face à Perpignan avec un nouvel essai de sa petite merveille, Vincent Clerc, qui va intégrer le 15 de France. Claire le nouveau et Castagnette l'ancien, Thomas Castagnette, qui revient dans le groupe 2 ans après sa rupture du tendon d'Achille. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Stade 2, un beau gabarit d'arrière moderne, Marat Safin, 1m93, 85 kg, nous parlerons tennis, nous parlerons aussi rugby dans ce Stade 2 avec notre invité, il est sur la route, il arrive, Bernard Laporte, le sélectionneur du 15 de France. Bernard, pas de faute, Laporte, il sera avec nous tout à l'heure, on va faire toute l'actu du sport dans un instant, mais d'abord les images marquantes de la semaine vues par Fabien Leboucher. Ciel est droite à fond, long. Ah ouais. And Anderson knocks it away. Stojakovic tries to beat the buzzer. Oh! Van Exel from midcourt. Good look at it. Side. Kovalev shoots it, hit Lemieux right in the face. At the foul line. Le beau spectacle de la NBA et Paradorn Srichaphan, ce Thaïlandais qui est allé jusqu'en demi-finale, qui a vraiment enflammé Bercy. Il a conquis le public avec son fameux salut thaïlandais. Un très très beau joueur qu'on espère revoir bientôt. Une belle semaine à Bercy, une belle semaine à Lens, on y reviendra dans un instant. Une moins bonne semaine à Lyon, Francis. Ça s'est pas passé comme prévu. C'est vrai. Bon, c'est pas passé comme prévu, c'est vrai. D'abord, ils se font voler. Le but, il faut dire, dans un monde où on ne dit pas les choses, ouais. Ils se font voler en Coupe d'Europe parce qu'à 1-1 contre l'Ajax, c'est pas la même chose que quand ils sont menés. Il y avait bien un but d'Anderson. Exactement. Ça, c'est la première chose. Et puis hier, ils se font chipper. C'est différent parce que Nice a mérité de ramener un point. Hier, ils ont parfaitement joué, les Niçois. Et il faut arrêter de dire que c'est une équipe surprise parce que maintenant, ils confirment, ils ont du talent, ils ont de la volonté, ils savent jouer au ballon et c'est pas le hasard s'ils sont si haut dans le classement. Et puis pour Lyon, il y a la fatigue, ça c'est clair. Il y a peut-être aussi un petit coup de moins bien au niveau du mental, parce que quand ça se passe pas bien en milieu de semaine, c'est difficile de revenir aussi en fin de semaine. Néanmoins, c'était un très beau match et je vous propose de voir ces images et vous allez voir que ça commence avec... Moi, je vous dis rien, regardez. Allons-y. 4e minute des arrêts de jeu. Everson au démarrage, Pancho Bardonado au décollage et la mettre au fond tel un leitmotiv indispensable pour le voyage retour. Tous mes partenaires voulaient la mettre au fond pour essayer de revenir parce que nous avons 5 heures de bus au retour et on ne voulait pas se les taper avec la mauvaise gueule. Et là, ce soir, on va bien voyager et tant mieux pour toute l'équipe et pour tous les dirigeants. Pourtant, c'est Nice qui se procure la première occasion, mais Bigné trouve coupé. C'est ensuite Lyon et Govou qui cherchent le but. Puis Delmotte et Carrière. Et enfin Govou à nouveau, et chaque fois Damien Grégory en dernier rempart.
Lyon bute et Nice marque. Pito pour Scotto qui cherche et trouve Kaba Diawara, tout en vitesse, tout en finesse. Je sais que les gars, justement, ils attendent vraiment le dernier moment pour se mettre au sol. Donc moi aussi, j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire. Et j'attends, je vois qu'il tombe pas. Alors j'attends encore. Et au dernier moment, je dis, bon, je la pique. Après, bon, j'ai la réussite, c'est tant mieux pour nous. Diawara affiche désormais un compteur à 7 buts. Et c'est sur ce but que les événements se précipitent. Deuxième mi-temps, Anderson lance Sidney Govou qui la joue, je déborde, je m'enfonce et je centre. Mais Carrière est contré au ras du gazon par Pamaro. 3 minutes plus tard, Carrière voit son ballon contré, mais Anderson, attention, chef-d'œuvre. Contrôle intérieur pied droit, frappe coup de pied, c'est très grand. Seulement, Lyon pêche par inconstance. À peine revenu, il manque de replonger. Ayeli sur la barre. Et il faut tout le flair et le talent d'Anderson qui sent le bon coup. Centre, Carrière laisse passer, Govou joue la barre et Delmotte le gaucher la fouette, pied droit. Lyon prend l'avantage. Dos au mur, Lyon est conquérant. Dès qu'il mène, Lyon est petit bras. Curieux. Oui, on peut faire cette analyse-là. C'est vrai qu'on a du mal à enfoncer le clou. Quand on mène au score, je suis un petit peu déçu de la gestion des dernières minutes. On aurait dû faire preuve de plus de lucidité et mieux tenir le ballon dans cette période-là. Plus de lucidité, comme sur cette faute inutile de Jérémy Bréchet. Ou bien encore manque de lucidité sur le coup franc qui suit. Avant la frappe d'Everson, les Niçois se mettent hors jeu si la défense lyonnaise ne bouge pas. Alors ? Autant on sait se transcender sur certains matchs et vraiment être très percutant et très décisif. Autant il y en a d'autres où on a un peu plus de mal, où il faut se forcer et c'est vrai qu'on agit plus qu'on agit. Action justement sur le but d'Abardonado qui ramène Nice à hauteur du champion de France. Résultat recherché et mérité pour une formation niçoise qui ramène un point et continue non plus d'étonner, mais de confirmer son talent. Les Niçois, oui, ils confirment semaine après semaine. Nous aurons Lens dans un instant, je vous le promets. Mais on va d'abord se retourner vers la belle Valérie Pérez. Et Marseille qui retrouve le stade Vélodrome et qui gagne à nouveau. Oui, alors c'est vrai, hein, Marseille s'est racheté devant son public. Ne regardez pas comme ça, Francis. Fred Godard en régie. Ça m'impressionne toujours quand il me regarde comme ça. Ah bah vous êtes la seule, je vous rassure. Alors un classement très serré. Ce soir, si les Parisiens gagnent à Sedan, eh bien, ils seront en tête du classement. Pour sa première rencontre au stade de la Route de Lorient, Vahid Halilhodžić n'a pas pu offrir la deuxième victoire à domicile de la saison à son public. Et puis un entraîneur qui est en position très fragile en ce moment, c'est Jackie Bonnevet, le Troyen. Mais tout de suite, on va regarder. Super bonhomme, Jackie, en plus. Super bonhomme. Ah ouais. Comme Michel Mézy, c'est vrai que souvent on voit des limogeages d'entraîneurs. Vous avez soif, vous. C'est vrai. Bon, allez, on va regarder la guirlande de but. L'électrochoc n'a pas eu lieu pour Montpellier malgré le limogeage de Michel Mézy, remplacé provisoirement par un trio dirigé par Gérard Bernardet. Côté marseillais, le gardien croate Rougneux est écarté depuis la claque 3-0 face au PSG le week-end passé. Il est remplacé par Cédric Carasso, un jeune gardien formé au club. À la demi-heure de jeu, premier but phocéen. Sur un corner venu de la droite, Mdani récupère le ballon, se retourne et frappe. Le tir est dévié par Mikalovski dans les pieds de Bakayoko. Regardez bien, c'est l'arrière latéral de Montpellier qui remet en jeu pour Bakayoko qui ouvre le score. Premier but sur coup de pied arrêté, Marseille mène 1-0. On approche de la fin de la première mi-temps quand Fabio Celestini, à la suite de cette seconde faute, est expulsé. Marseille joue désormais à 10. Après la pause, ça va très vite. Corner, on imagine une tête terrible de Bakayoko. En fait, on s'aperçoit que la tête de Van Buiten atterrit malencontreusement sur celle du Montpellierin Franck Sylvestre, qui trompe le malheureux Rioux. Score final 2-0, 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Le chiffre clé pour Monaco 7, c'est le nombre de joueurs placés sur la liste des transferts. Le chiffre clé pour Le Havre 1, c'est le nombre de victoires du Havre en déplacement depuis le début de la saison. Voici pour les chiffres. Voyons maintenant le scénario. Flavio Roma, le gardien de but monégasque, est expulsé dès le début de la rencontre pour une faute de main en dehors de la surface. Marco Simone sort pour laisser sa place à Tony Silva. À la demi-heure de jeu, ouverture du score par Ludovic Juilly. Belle combinaison Roten-Juilly. Vincel est battu. À la mi-temps, les Monégasques réduits à 10 mènent 1-0. En deuxième période, les hommes de Domergue sortent la tête de l'eau. C'est ainsi qu'en contre, Sinama Pongol, servi dans le dos de la défense, devance la sortie de Silva pour égaliser. C'est le 4e nul à l'extérieur des Havrais cette saison.
Score vierge entre Rennes et Ajaccio, rien ne va plus à 3. Les hommes de Jackie Bonnevé ont sombré face à Guingamp. Pour la 3e année consécutive, Bastia s'impose sur le plus petit score face au LOSC. Au classement provisoire, Auxerre est toujours en tête malgré sa défaite. Seulement 3 points séparent les Bourguignons de Lens, 7e. Montpellier, Rennes 3 sont dans la zone dangereuse. Et honneur maintenant aux Lensois, ils ne sont pas encore leaders de la D1, ils sont 7e, mais cette semaine ils ont battu et le Milan AC en Coupe d'Europe, le Grand Milan, et ensuite le leader du championnat, Auxerre, 3-1 hier soir. Hommage rendu par Rodolphe Codin. Mardi, Stade Félix Bollaert, Lens-Milan, premier acte d'une semaine décisive pour les 100 et or. La Ligue des Champions, l'épreuve des rois s'éloigne à la 31e minute avec cette tête d'Andrei Shevchenko. John Utaka, 20 ans, international nigérian. Daniel Morera, 25 ans, international français. John Utaka à la passe. Daniel Morera à la finition. Lens reprend espoir. « 49e minute, Utaka la malice, meilleur buteur du championnat du Qatar l'an dernier, met à terre l'expérimentée défense milanaise. Une victoire lensoise pour encore y croire en Ligue des Champions. How many goals I scored in the season? Yes, I will help you. It's 3. Il comprend Okay. le français. Oui, un petit peu. I can't speak. Il parle pas. Utaka ne parle pas encore français, Morera lui a des lacunes en anglais. Un détail, car à l'entraînement comme en match, les deux hommes n'éprouvent aucun mal à se trouver. Une complicité en silence qui rayonne sur Lens. Utaka, la solution de remplacement, elle a dit Diouf, parti à Liverpool. Pari des dirigeants, à en croire Morera, Paris gagné. Je compare aussi à Diouf parce que c'est à peu près pareil, même si je pense que John est peut-être supérieur à Elhadj parce que dans la tête, il lâche jamais rien et que ce soit aux entraînements ou en match, on sent qu'il a une progression encore à John à faire et je pense qu'en passant par Lens, il a fait de bons choix. Utaka est arrivé sur la pointe des pieds, mais en quelques matchs a su conquérir la confiance de ses partenaires. Il est venu en stage avec nous au mois de juin, début juillet à Vichy et j'étais un peu sceptique quand je l'ai vu avec nous. Mais il ne faut jamais se fier aux premières impressions. Et maintenant, je suis dans un état d'esprit où quand je suis sur un terrain de football avec lui, dans n'importe quelle situation, quand je le vois, je lui donne le ballon. Je peux pas dire je suis comme ci ou comme ça. Non. Je laisse les gens juger. C'est difficile, vous savez, de parler de soi. La seule chose qui m'importe, c'est bien faire mon travail et je ne m'occupe pas du reste. Utaka modeste mais efficace. 3 buts en championnat, 2 en Ligue des Champions. Morera s'est trouvé un nouveau complice d'attaque. Le Nigérian est encore en phase d'adaptation dans notre championnat. Sa marge de progression est soi-disant encore considérable. Les chiffres devraient s'affoler, on attend la suite. Hier soir, Bollaert, acte 2 ou les mauvaises manies lensoises. Après la tête de Shevchenko, c'est la tête de Faye qui met en difficulté Lens. Auxerre mène 1-0. La suite, c'est une montée en puissance du courage et de la volonté des attaquants lensois. Mais la réussite fuit ce jour-là John Utaka. Marquer n'est pas seulement l'apanage des attaquants. 37e minute, égalisation de Rigobert Song. La pression s'accentue sur Auxerre. Lens va réaliser l'action parfaite, le but idéal juste avant le repos. C'est un ballon que l'on récupère dans notre camp, milieu de terrain. Je vois Daniel Morera qui est pareil dans le rond central, de Utaka qui fait un très bel appel dans l'espace. Utaka a la bonne idée de me donner le ballon latéralement. Et je le reprends de plein fouet et ça va se loger dans le coin du but. Dans les arrêts de jeu, c'est la légende du club, Eric Sikora, qui condamne Auxerre. Sikora, l'ancien, poursuit la belle série des 100 et or. On appellera ça la belle semaine de Lens. Une très belle semaine, en effet, ils bondissent les Lensois, la D2 avec des Manceaux qui bondissent un peu moins, mais en 4 points d'avance. Hein. Le Mans qui a donc ouvert la 14e journée vendredi en tenant en échec Caen sur son terrain, un but partout. Cousin a cru offrir la victoire à Manceaux, mais Sarr a égalisé à 5 minutes de la fin, préservant ainsi l'invincibilité normande. Châteauroux, en s'imposant face à Lorient 3-1, réalise la bonne opération de la journée. Les Castelroussins qui profitent du match nul de Toulouse à Laval prennent la 2e place au classement à 4 points du Mans. Et puis à mentionner la très belle victoire de Grenoble sur Istres, 5 buts à 0.
Merci Valérie. Tous les fans de moto attendaient ça, le titre mondial d'Arnaud Vincent. Et il n'a pas craqué, Arnaud Vincent, champion du monde en 125 cm3. C'est la première fois qu'un Français est sacré en 125 cm3. Mais ça, c'est le club des 5 quand même maintenant. Ouais, c'est le club des 5, Patrick, puisqu'effectivement, il y avait eu, je crois, à Tournade, Ponce, Christian Saron et Olivier Jacques, il y a 2 ans, champion du monde de moto. Le premier en 125 cm3. Il a résisté à Poggiali, le champion du monde en titre, qui était juste derrière lui au classement. Il a très bien géré sa course. La course précisément avec Patrick Naff. Moment d'émotion intense, ils se sont bousculés aujourd'hui pour Arnaud Vincent. Au bord des larmes, incapable de parler à son arrivée à la conférence de presse. Je pense que pour tous les gens aussi qui ont cru en moi dans les moments difficiles, c'est une énorme satisfaction. Je tiens réellement à les remercier, tous les gens qui ont travaillé pour moi, qui m'ont toujours fait confiance, qui m'ont soutenu. C'est le plus beau jour de ma vie, c'est magique. Tout se joue ici à Valence, dernier Grand Prix de la saison entre Manuel Poggiali et Arnaud Vincent, le 4e des essais. Départ canon, c'est le Français qui prend la tête devant Nieto, Pedrosa et Barbera. Poggiali est 5e, puis même 6e au 2e tour. Un tour plus tard, Arnaud Vincent laisse le commandement à Pedrosa, déchaîné devant son public. Le Français restera sagement calé derrière lui. Poggiali, lui, est englué dans le peloton des poursuivants et à force d'attaquer... Qui attaque Poggiali et Poggiali qui n'est pas au mieux derrière. Il s'est fait sortir de la trajectoire optimale. C'est la catastrophe pour Poggiali. C'est super pour Arnaud Vincent. Devant, Arnaud Vincent maîtrise la course, sa course au titre avec panache, mais aussi et surtout avec intelligence, même si l'on tremble un peu par moments. Regardez, il passe en tête Jean-François devant Daniel Pedrosa. Ouais, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire sur le tour numéro 13. Il prend l'ascendant, il prend des risques, il vise le titre mondial. Et Pedrosa qui réplique maintenant tout de suite et qui ne se laisse pas faire. Il est chez lui en Espagne devant 155 000 personnes. Dans moins de 3 km maintenant, quelques encablures. On va vivre l'arrivée d'Arnaud Vincent et le titre de champion du monde. Ouais, champion du monde avec le lapin qui vient de le rejoindre. 5 victoires cette saison et une 2e place aujourd'hui qui vaut de l'or, celui du premier titre de champion du monde 125, jamais remporté par un Français. Arnaud Vincent, 1m67 pour 60 kg, s'est offert le plus beau des cadeaux d'anniversaire avec un peu d'avance. Le 30 novembre prochain, il fêtera ses 28 ans. Né un 30 novembre, comme Laurent Jalabert, formidable, un champion du monde, ça doit faire rêver Bernard Laporte. La seule chose qui reste encore aux Français, il est au maquillage Bernard, on sera avec nous dans un instant. Le seul titre qui manque aux Français, vainqueur du Grand Chelem à 6 nations l'année dernière. Arnaud Vincent, donc champion du monde 125 cm3 au firmament, au panthéon de la moto. Arnaud, vous aurez donc 28 ans à la fin du mois. Vous avez démarré très très tard. Comment fait-on pour réussir comme vous en démarrant si tard la moto, la compétition ? Comment on fait? Il faut avoir une grosse motivation, je pense, puisque bon, jusque maintenant, je veux dire, j'ai jamais lâché le morceau. C'est vrai que je suis parti avec des moyens très très modestes. La première course de vitesse, j'avais troqué la moto contre une moto. Ma première moto de vitesse, j'ai troqué contre une moto de supermotard. Et puis ensuite, je suis parti avec ma camionnette. Et je me faisais ma mécanique, je me changeais les pièces mécaniques tout seul. Et bon, pour moi, c'est encore plus beau, je pense, d'être arrivé là où je suis actuellement. Et je le savoure encore plus, je pense, que les autres pilotes. Merci en tout cas Arnaud d'être parmi nous. Regardez, j'ai une petite image pour vous. Il s'est fait greffer une paire d'oreilles de lapin entre-temps. Comment ça s'est passé toute cette saison, Arnaud? Parce que la saison comporte 16 Grands Prix. Vous êtes le seul pilote, toutes catégories confondues, à avoir marqué des points sur chaque course face à Manuel Poggiali, un Italien, où la 125, justement, en Italie, est une catégorie que l'on compare même à la catégorie reine. Oui, c'est vrai que cette saison, bon déjà quand on s'en parle début, c'est vrai que durant cet hiver j'ai eu plus ou moins de mal à trouver un guidon. Ensuite j'ai signé dans ce team italien et bon c'est vrai que il y en avait, je pense, pas beaucoup qui croyaient en moi pour cette saison. Eux ils ont cru en moi, donc ça s'est bien goupillé, je dirais. Et puis ensuite on a beaucoup travaillé et c'est sûr que au début de l'année, comparé à Poggiali qui avait
qui a une structure beaucoup plus grosse que la mienne. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu dur, mais bon ensuite on a fait que progresser, on n'a jamais lâché le morceau, et puis ce qui a beaucoup payé également, c'est, comme vous venez de le dire, c'est la régularité. Ça a été toujours un petit peu mon point fort, même durant les saisons passées. Et bon, aujourd'hui, je pense que cette saison, c'est, je dirais, la saison quasi parfaite, puisque les saisons passées, à chaque fois, il m'a manqué un élément clé. Enfin, surtout les 2 dernières saisons, il m'a manqué un élément clé. Là, j'ai réuni tous les bons paramètres au bon moment. Je pense que voilà, j'attendais ça depuis un moment. J'ai failli passer à côté, mais non, je l'ai eu, donc ça, c'est top. Petite question rapide, vous allez traîner la plaque de numéro 1 la saison prochaine. Comment vous allez vous sentir dans une catégorie qui est quand même pas très médiatique en France, même en Europe, hein? C'est encore un challenge, un nouveau pari peut-être pour l'avenir avec la MotoGP, pourquoi pas? Déjà, ce que je tiens à dire, c'est que c'est sûr que c'est peut-être moins médiatique que la MotoGP, mais ça ne fait que progresser. D'ailleurs, puisque ça passe sur France 2 actuellement, j'espère que ça va le continuer. Et puis bon, c'est vrai que mes projets pour la saison prochaine, j'ai envie de refaire une saison 125 pour rouler avec le numéro 1. Actuellement, je ne sais pas avec qui je vais signer, c'est en négociation, donc on va voir un petit peu dans quelle direction ça part. Arnaud, qu'est-ce que c'est que en attendant. Arnaud, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire de lapin là? On vous voit caresser les oreilles avec tendresse. C'est une blague qu'on vous a faite, Arnaud? Qu'est-ce que c'est que ce grand lapin? Non, c'est vrai, c'est un jour avec Spiegel, le designer de chez Shark, je suis allé le voir et puis on a commencé un petit peu à faire le design du casque, et puis après on a déliré un petit peu et puis on a décidé de faire ça, donc je trouve ça sympathique, un lapin, voilà. Merci beaucoup Arnaud, et bravo, et puis c'est une belle année pour la moto française puisqu'il y a donc 2 titres mondiaux, on le rappelle aussi en motocross, avec Pichon et Massio cette année, et puis aussi le titre de Fabien Foret en super sport. On peut lui prêter un micro, hein, s'il en doutait, là. On verra pour la prochaine fois. On a eu beaucoup de bonheur avec le titre mondial d'Arnaud Vincent. On a eu peur au début de la course des motos Grand Prix, Patrick. Oui, Claude Darget dirait peut-être un de nos maîtres et dire qu'ils sont pères de famille. Regardez, 2 métiers à risque d'abord dans les 500. Regardez le départ. Ça va être très très chaud. Il faut regarder en bas de l'écran, je vous le dis tout de suite. C'est une histoire espagnole qui aurait pu très mal se terminer. Vous voyez que Cardozo est rentré carrément dans Checa. Il faut dire que Checa a calé et Cardozo est rentré dans Checa. Regardez, donc pour l'instant on évacue le pauvre Cardozo. On va revoir cet accident au ralenti. Pim, c'est très violent. Alors on se dit que ça peut être dramatique. Eh bien finalement non, puisque Cardozo est de nouveau là. Il a même pu suivre le Grand Prix 500. Et puis là nous sommes avec Delcourt dans le rallye d'Australie. Et là également, ça fait très mal, sortie de route très brutale de la Mitsubishi de Delcourt et de Grattelou notamment, emmené à l'hôpital avec de multiples fractures. Oui, on l'a vu tout à l'heure dans le zapping de Fabien Deboussé, multiples fractures, fémur, bassin, côte et du crâne, etc. Et il n'a vraiment pas de chance parce que l'an passé, il avait eu le même type d'accident, moins grave heureusement, dans ce même rallye. Dans le même rallye. Et puis on notera quand même que les 206 Peugeot se baladent, c'est carrément les Ferrari des rallyes. Monsieur Gronhomme, encore 8e doublé, je crois. Le lapin d'Arnaud Vincent, on l'enverra en panda, bah oui, peut-être avec Laurent Jalabert, sait-on jamais. Du rallye au rallye raid, Patrick, avec encore des Français qui gagnent, Cyril Després et Stéphane Peterhansel. Oui, c'est un avant-goût du Dakar, je crois que c'est la dernière épreuve de rallye raid avant le Dakar. C'est à Dubaï que ça se passe, et regardez donc quelques images pour vous montrer effectivement d'abord la KTM de Cyril Després qui s'impose devant le Sud-Africain Alfie Cox, ça c'est pour les motos. Et puis pour les voitures, c'est un ancien motard, Stéphane Peterhansel sur sa Mitsubishi Pajero, qui s'impose lui devant Jean-Pierre Fontenay. C'était donc l'ultime répétition avant le Dakar. Gros client pour le Dakar, Stéphane Peterhansel, qui a déjà gagné sur 4 roues en Tunisie au printemps. Les championnats de France de judo maintenant, c'était à Paris au stade Pierre-de-Coubertin avec une première, Céline, le premier titre national d'une autre Céline. Lebrun. Oui, Céline Lebrun qui a enfin gagné. Olympique, championne du monde et jamais championne. Jamais, elle avait participé en 96 la dernière fois, ça fait donc une éternité, elle a gagné, ouf. Plus dur pour l'Arbi Ben Boudaoud, puisqu'on va parler des têtes d'affiche des héros en kimono, qui a quand même perdu 10 kilos pour redescendre dans sa catégorie naturelle des moins de 66 kilos. Comme Francis. Vous n'êtes pas ceinture noire, il va falloir bosser. J'ai du mal à fermer justement la ceinture. Ils s'en font des élastiques à velcro aussi, vous verrez. Donc il redescend dans sa catégorie naturelle, il fait 3e, c'est pas mal quand même. Plus dur aussi pour Lucie Decosse, championne du monde, qui fait 2e
deuxième en moins de 63 kilos, c'est Fanny Riabov qui s'impose et c'est Benjamin Darbelé dans la catégorie de l'Arbi Ben Boudaoud. Enfin hier, Fred de Montfaucon, votre petit chouchou. Ouais, le champion du monde. Troisième, battu par le champion de France en titre, David Bouzouclier. Alors, il y avait un retour, c'était celui de Jamel Bourras, le champion olympique d'Atlanta. Oui, Jamel, tout le monde l'attendait, c'était son grand retour. Il avait promis, il avait envie de faire un coup. C'est vrai qu'il a une grande gueule, c'est un rebelle, c'est un vrai bon judoka. Il avait pris une année sabbatique pour ouvrir un restaurant, pour s'occuper de sa fille. Il avait envie de relancer sa carrière et le point de passage obligé, c'est les championnats de France. Les entraîneurs avaient exigé qu'il participe. Il fallait qu'il séduise, en tout cas qu'il convainque. Alors, comment cela s'est-il passé? Je vous propose de voir ça tout de suite, c'est parti. 8h hier, stade Pierre de Coubertin. Jamel Bourras monte sur la balance, 80 kg 500, le champion olympique est au poids. Sa dernière fois en France, c'était il y a 9 ans déjà. Putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je reprends, je me fais plaisir, ça fait 2 mois que je m'entraîne. Mais c'est dur là. Tu sais, 2 mois au début j'avais du jus, j'étais sur la réserve. Maintenant j'ai plus rien. Donc je sais pas ce que ça va donner du tout. 15 mois loin des tatamis, une petite éternité. Jamel est condamné à l'exploit, attendu au tournant forcément. Ce championnat est le point de passage obligé pour relancer sa carrière. Il joue gros, mais il a l'âme d'un guerrier. La preuve, ce premier tour contre le champion de France junior. Bourras frôle l'élimination après 20 secondes de combat sur cette action. L'arbitre ne donne pas hippon, mais le public ne lui fait pas de cadeau. Jamel dérange toujours, mais finit par s'imposer à la hargne à 20 secondes de la fin. Là encore, sous les sifflets. Je pense que les gens aimaient Jamel, mais aujourd'hui, bon, il y a peut-être aussi un petit contentieux, ils lui ont peut-être pas encore tout complètement pardonné, mais je crois que les gens ne réalisent pas à quel point pour lui c'est un challenge énorme de faire ce qu'il fait aujourd'hui, de revenir à la compétition. Jam, faut toujours se dire comme ça tout le temps, faut lui casser la gueule, allez. Deuxième tour, beaucoup moins tourmenté, le combat est bouclé en moins de 2 minutes. Jamel reprend confiance mais grimace, il est touché aux côtes. Et puis, il y a ce quart de finale contre Laurent Joanneau, le futur finaliste. Hippon, dur à encaisser, Christophe Gagliano, son entraîneur, tente de le remotiver. Avec le peu d'entraînement que tu as, c'est normal que ça soit dur, c'est normal que ça se passe pas fluide. Bah, il est bidon, ouais, il est bidon, mais il fait le combat de sa vie. Et puis, toi, il te manque la solution sur une saisie, et voilà, c'est tout. Alors il repart au combat, le dernier, le plus cruel sans doute. Jamel est renvoyé au vestiaire par un jeune premier, Alexandre Cassard. Jamel n'est pas sur le podium, fin de l'histoire. Ça fait chier, je reprends depuis 2 mois, tu vois, j'ai eu pas mal de pépins. Et là je reprends, ça a l'air d'aller un peu, comme j'ai du jus. Mais bon, physiquement, je suis trop loin. T'as beau forcer un peu dans la tête, mais à un moment donné, quand t'as pas le physique, t'as pas si, et puis la tête, ça va, elle en prend un coup. Non, le moral il est toujours là, il n'y a pas de problème, mais ça m'énerve. Jamel était champion olympique, mais c'était en 96. On est en 2002, il faut vivre avec son temps. Et voilà, Jamel peut être un très grand champion en 2002 ou en 2003, mais il va falloir qu'il se remette sérieusement à l'entraînement, très durement. C'est la loi de la concurrence et c'est la loi du sport de haut niveau, il y a de la place pour qu'un seul. Mardi, Jamel saura s'il est de la partie pour un tournoi avec l'équipe de France, s'il dispose encore d'une extra balle. Ah, c'est pour les rois du flipper, l'extra-balle m'a expliqué Céline tout à l'heure. Pas un ex-champion, un vrai champion d'aujourd'hui et de demain, Marat Safin, le tennisman russe qui vient de gagner l'Open de Paris-Bercy, Master Series, qui sera à la tête de l'équipe russe contre la France dans ce même Bercy qu'il adore dans un mois pour la finale de la Coupe Davis, retransmise sur France Télévisions. Marat Safin, il est avec Lionel Chamoulot au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Une menace de plus en plus précise pour la France, Lionel. Oui, Marat est un petit peu fatigué, mais heureux, puisqu'il a remporté ce tournoi de façon exceptionnelle, une finale de rêve pour lui. On se demande aujourd'hui qui aurait pu battre Marat Safin. Marat, you look a little bit tired, but you look very happy. Hein? Vous paraissez fatigué, mais très heureux. Oui, je suis très content et de battre Hewitt en finale d'un tournoi, c'était très difficile. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour me relaxer, de penser au match pour célébrer ma victoire. Alors, avant de célébrer la victoire, on va revoir les images qui concernent les moments forts de cette finale. C'est votre deuxième victoire ici et Serge Dian nous montre comment cela s'est passé face au numéro 1 mondial, Lleyton Hewitt. À Bercy, Marat Safin est presque intouchable. 2 victoires et une finale perdue en 4 participations. Les Français ont bien fait de choisir la terre battue pour la finale de la Coupe Davis. Safin et Hewitt, c'est avant tout une opposition de style. La puissance au service de l'offensive, côté Safin, la tête et les jambes d'Hewitt pour ne rien lâcher. Sur la lancée de ses victoires face à Moya et Escudé, Marat Safin prend le match en main. Il profite de quelques fautes d'Hewitt dans le jeu décisif du premier set pour prendre l'avantage.
L'Australien négocie mal les points importants, à l'image de cette balle de débreak en sa faveur. Cette finale indécise bascule en faveur de Marat Safin. Quand le Russe pratique ce jeu-là, il semble invincible sur surface rapide. Mené 7-6-6-0, Lleyton Hewitt tente de retourner la situation. Mais comme depuis le début de la semaine, Marat Safin fait preuve de calme et de constance. Lleyton Hewitt n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Il a déjà battu 3 fois Marat Safin en 6 confrontations. Plus fort que son adversaire dans tous les compartiments du jeu, Marat Safin s'impose 7-6, 6-0, 6-4. Le 11e titre de sa carrière, le 2e à Bercy. Dans un peu moins d'un mois, Marat Safin reviendra au POPB pour la finale de la Coupe Davis. Mais cette fois-ci, les matchs seront sur terre battue et le public sera contre lui. Et ils sont où, les Bleus? Aujourd'hui, il paraissait tellement fort. Il paraissait tellement fort aujourd'hui, Marat. Marat, I have the feeling that nobody can beat you today. You play very, very well. Personne n'aurait pu vous battre aujourd'hui tellement vous jouiez bien. Peut-être pas cette semaine, mais la semaine dernière, tout le monde pouvait me battre. Récemment, il m'a battu à Moscou, dans ma ville natale. Je pouvais trouver mon jeu et j'avais pratiquement rien à perdre cette semaine pour me qualifier pour Shanghai. Je n'avais rien à perdre. Et j'ai battu de très bons joueurs tout au long de la semaine. J'ai battu Nalbadian qui a gagné la semaine à Bâle. J'ai battu Nicolas Oskudé aussi, qui joue super bien avec des services volés. Et puis j'ai battu Schalken qui a très bien joué cette année, qui a fait demi-finale à l'US Open. Moya aussi qui a gagné Cincinnati. Et Hewitt qui a gagné Wimbledon. Et il joue vraiment très très bien. Et de le battre ici en 3-7, c'est vraiment une très bonne performance. Et ce qui est curieux pour vous, c'est que c'était simplement votre premier titre de la saison. Christian ? Oui, premier titre de la saison, mais quel titre? Alors, on est évidemment à un mois de la finale de la Coupe Davis, où l'on retrouvera Marat Safin, le grand Marat Safin face aux Français. Guy Forget était très attentif, évidemment, aux performances des joueurs français. Il y a pléthore, notamment en double. Et Nicolas Vinoy a demandé quelques indices au capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Entretien. Sébastien Grosjean reste indiscutable pour vous? Oui, je crois que de par ses résultats, de par sa victoire à Saint-Pétersbourg, son parcours ici, sa demi-finale avec un très bon match contre Agassi en demi à Madrid, il est numéro 4 mondial. Ouais, c'est celui aujourd'hui qui effectivement qui est le mieux placé pour jouer en simple en tout cas. Seul petit problème d'ordre psychologique pour le Français, son dernier match de la saison perdu contre Carlos Moya après avoir manqué 6 balles de match, dont celle-ci par précipitation. Il a besoin de couper un petit peu, il est fatigué aussi physiquement. Et puis la Coupe Davis sera une autre aventure, des autres adversaires, d'autres problèmes. Et moi, je sais que je serai avec lui sur la chaise et qu'il n'aura pas à un moment donné, enfin en tout cas, j'espère pas ce genre de petite baisse de régime par rapport à la concentration en tout cas. Il y a plusieurs joueurs aujourd'hui capables de jouer ensemble et de s'imposer. Ils ont tous eu des bons résultats. Une information cependant, le retour dans la course de Nicolas Oskudé. Meilleure performance française de ce Master Series de Paris avec une place en quart de finale, seulement battu en 3-7 par l'un des futurs adversaires des Français, le Russe Marat Safin.
il était en retard par rapport aux autres, qui avaient beaucoup joué et qui étaient en pleine forme. Ça y est, maintenant on a Nicolas Escudé en pleine possession de ses moyens. Et ça, je crois que c'est ça véritablement le signe encourageant, le signe positif quant à Nicolas. Le bon point, c'est que j'ai vraiment aujourd'hui 4 à 5 joueurs sensiblement du même niveau. À moi maintenant de trouver l'échantillon. Autre information, à la demande de Guy Forget, c'est Nicolas Escudé et non Mickaël Yodra qui s'est aligné cette semaine avec Fabrice Santoro, la paire Escudé-Santoro éliminant la paire Yodra-Clément en quart de finale. Est-ce que ça veut dire que c'est Santoro-Escudé qui sera aligné en finale? Non, pas forcément, bien qu'effectivement leur prestation m'a plu. Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. Guy Forget est très confiant avant la finale de la Coupe Davis. Alors ces joueurs français qu'on retrouvera en double dans un mois, ils sont en train de disputer la finale précisément. Santoro Escudé contre Pioline-Kuerten. Qu'est-ce que ça donne, Lionel ? Alors, on va aller peut-être jeter un petit coup d'œil, si vous voulez, sur le cours central actuellement, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de Français, 3 Français sur le cours, et Santoro et Escudé qui sont là au premier plan, ont remporté la première manche 6-3 face à Kuerten qui est au service, et Cédric Pioline, et je vais vous donner une information, Christian, il semblerait qu'à la fin de ce match, Cédric Pioline annonce qu'il arrête le tennis, annonce sa retraite, donc nous serons présents évidemment pour recueillir ces moments d'émotion, et 1-0 dans la deuxième manche pour Kuerten-Pioline. On va revenir avec Marat pour lui poser cette question concernant la finale de la Coupe Davis. I think you think about the final now for the Davis Cup. Are you ready? Your team is ready too? Est-ce que votre équipe est vraiment prête maintenant pour cette finale? We have no other choice. We're always ready. Oui, nous n'avons pas le choix. Tout le monde est prêt. Ça se passera dans 4 semaines. Yevgeny Kafelnikov est en train de se préparer. Je devais devoir jouer Shanghai dans une dizaine de jours. On va s'entraîner. Et j'essaierai d'être physiquement et mentalement prêt et j'essaierai bien évidemment de gagner. On a été 2 fois en finale. C'est la 3e fois et je ne pense pas que la Russie aura une nouvelle possibilité pour être en finale. Yevgeny va prendre sa retraite. C'est très difficile et ce sera notre dernière chance. Marat, merci beaucoup et bravo encore. Vous avez fait une semaine absolument remarquable et on espère que dans un mois, les Français sauront trouver les arguments pour vous battre. Et Bruno Rebeu, merci pour la traduction. À vous, Christian. Ils n'ont pas le choix, disait Marat Safin. Ils doivent être prêts dans un mois. C'est un peu comme les hommes du voilier Areva, Patrick. Ils ont failli être en retard, mais ils gagnent enfin, ils sont qualifiés pour les quarts. Enfin, ça pourrait quand même s'appeler miracle dans la baie d'Auckland, parce que 15 matchs ou 15 régates, 13 défaites et 2 victoires, mais celle qu'il fallait pas rater, c'est celle-là. Alors Areva, voilà, ça c'est le bateau français, et donc victoire à l'arraché sur Latino Mascalzone, le bateau italien. Et résultat, donc le défi Areva prend l'avant-dernière place.